Je voulais essayer de construire quelque chose d'utile. Mais je ne pensais pas construire quelque chose de particulièrement grandiose si l'on considère la probabilité. Cela semblait peu probable. Mais je voulais au moins essayer. Vous parlez donc à une salle pleine de personnes toutes techniques, des ingénieurs, souvent parmi les chercheurs en IA les plus éminents, qui montent en puissance dans le jeu. D'accord. Je pense que j'aime mieux le terme ingénieur que chercheur. Je suppose que s'il y a une percée algorithmique fondamentale, c'est de la recherche, sinon c'est de l'ingénierie. Commençons peut-être par le tout début, quand cette salle est pleine de jeunes de 18 à 25 ans. L'âge moyen diminue car la génération des fondateurs est de plus en plus jeune. Pouvez-vous vous remettre à leur place? Quand vous savez, vous aviez 18, 19 ans, appreniez à coder et même avez eu la première idée pour Zip2. Comment c'était pour vous? Oui, en 95, j'étais face à un choix. Soit faire des études supérieures en doctorat à Stanford en sciences des matériaux, travaillant sur des ultracondensateurs pour une utilisation potentielle dans les véhicules électriques. Essentiellement, il s'agissait de résoudre le problème de l'autonomie pour les véhicules électriques. Ou bien essayer de faire quelque chose avec cette chose dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler, appelée Internet. J'ai parlé à mon professeur Bill Nix du département des sciences des matériaux, et j'ai dit « Puis-je reporter d'un trimestre car cela va probablement échouer, et ensuite je devrai retourner à l'université ?» Et puis il m'a dit « C'est probablement la dernière conversation que nous aurons. » Et il avait raison. Mais je pensais que les choses allaient très probablement échouer, pas qu'elles allaient très probablement réussir. Et puis, en 95, j'ai écrit ce qui était, je crois, la première, ou presque la première, version des cartes et itinéraires, des pages blanches et des pages jaunes sur Internet. J'ai écrit ça personnellement. Je n'ai même pas utilisé de serveur web. J'ai lu le port directement parce que je ne pouvais pas me le permettre, et je ne pouvais pas me permettre un T1. Le bureau original était sur Furnham Avenue à Palo Alto. Il y avait un faille à l'étage du dessous, alors j'ai percé un trou dans le plancher et j'ai directement connecté un câble LAN au faille. Et mon frère m'a rejoint, ainsi qu'un autre cofondateur, Greg Coury, qui est décédé. À l'époque, nous ne pouvions même pas nous permettre un logement, alors nous dormions juste au bureau, qui coûtait $500 par mois. Et nous prenions nos douches au YMCA sur Page Mill Road. Et oui, et nous avons, je suppose, fini par créer une petite entreprise utile à Zip2, au début. Et nous avons effectivement construit beaucoup de très bonnes technologies logicielles. Mais nous étions en quelque sorte capturés par les entreprises de médias traditionnelles, Knight Ridder, New York Times, Hearst et d'autres, qui étaient des investisseurs et des clients, et également au conseil d'administration. Ils voulaient constamment utiliser notre logiciel de manière qui n'avait aucun sens, alors je voulais aller directement aux consommateurs. Bref, c'est une longue histoire, je m'attarde trop sur Zip2. Mais je voulais vraiment faire quelque chose d'utile sur Internet, car j'avais deux choix, faire un doctorat et regarder les gens construire Internet, ou aider à construire Internet d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit que je pourrais toujours essayer, échouer, puis retourner aux études supérieures. Et de toute façon, cela a fini par être plutôt réussi, vendu pour environ $300 millions, ce qui était beaucoup à l'époque. De nos jours, je pense que l'offre minimale pour une startup d'IA est d'1 milliard de dollars. C'est comme une... Il y a tellement de licornes. C'est comme un troupeau de licornes à ce point. Les licornes sont d'une situation à 1 milliard de dollars. Il y a eu de l'inflation depuis, donc beaucoup plus d'argent en fait. En 1995, on aurait probablement pu acheter un burger pour un sou. Enfin, pas tout à fait, mais oui, il y a eu beaucoup d'inflation. Mais le niveau de battage médiatique autour de l'IA est assez intense, comme vous l'avez vu. Des entreprises qui ont, je ne sais pas, moins d'un an, obtiennent parfois des valorisations d'1 milliard de dollars, ou de plusieurs milliards de dollars, ce qui, je suppose, pourrait aboutir et aboutira probablement dans certains cas. Mais c'est ahurissant de voir certaines de ces valorisations. Oui, qu'en pensez-vous? Je suis plutôt optimiste, personnellement. Je suis plutôt optimiste, honnêtement. Donc je pense que les gens dans cette salle vont créer beaucoup de valeur que des milliards de personnes dans le monde devraient utiliser. Et nous ne faisons que gratter la surface de cela. J'adore l'histoire d'Internet, car même à l'époque, vous étiez très similaires aux gens de cette salle. À l'époque, les dirigeants de toutes les grandes entreprises de médias traditionnels se tournaient vers vous, comme la personne qui comprenait Internet. Et une grande partie du monde, le monde des entreprises, le monde en général, qui ne comprend pas ce qui se passe avec l'IA, ils vont se tourner vers les gens de cette salle pour exactement cela. On dirait que l'une des leçons tangibles est « ne cédez pas le contrôle du conseil d'administration » ou « faites attention à avoir un très bon avocat ». Eh bien, je suppose qu'avec ma première start-up, la grande erreur a été d'avoir trop de contrôle actionnarial et de conseil d'administration de la part d'entreprises médiatiques traditionnelles.
Celles-ci voient alors nécessairement les choses à travers le prisme des médias traditionnels, et elles vous feront faire des choses qui leur semblent sensées, mais qui n'ont pas vraiment de sens avec les nouvelles technologies. Je devrais aussi souligner que je n'avais pas l'intention de créer une entreprise au début, j'ai essayé de trouver un emploi chez Netscape. J'ai envoyé mon CV à Netscape, et Mark Andreessen est au courant de cela. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais vu mon CV. Mais oui, personne n'a répondu. Et puis j'ai essayé de traîner dans le hall de Netscape pour voir si je pouvais rencontrer quelqu'un, mais j'étais trop timide pour parler à qui que ce soit. Alors je me suis dit, bon sang, c'est ridicule. Alors je vais juste écrire des logiciels pour moi-même et voir comment ça se passe. Donc ce n'était pas vraiment du point de vue de vouloir créer une entreprise. Je voulais juste participer à la construction d'Internet d'une manière ou d'une autre. Et comme je ne pouvais pas obtenir un emploi dans une entreprise Internet, j'ai dû créer une entreprise Internet. De toute façon, l'IA va tellement profondément changer l'avenir qu'il est difficile d'en mesurer l'ampleur. Mais l'économie, en supposant que les choses ne tournent pas mal et que l'IA ne nous tue pas tous, alors vous verrez finalement une économie qui n'est pas 10 fois plus grande que l'économie actuelle. En fin de compte, si nous devenons, disons, ou quels que soient nos futurs descendants machines, ou principalement nos descendants machines, ils deviendront comme notre changement d'échelle pour la civilisation. Ou au-delà, nous parlons de une économie qui est des milliers de fois, peut-être des millions de fois plus grande que l'économie actuelle. Oui, j'ai eu un peu l'impression, quand j'étais à Washington, de me faire beaucoup critiquer pour avoir éliminé le gaspillage et la fraude. Ce qui était une quête annexe intéressante. Une quête annexe. Mais comme, il faut revenir à la quête principale. Oui, il faut que je revienne à la quête principale. Donc, de retour à la quête principale, mais j'ai eu un peu l'impression qu'il y a, c'est comme si réparer le gouvernement, c'est un peu comme si la plage est sale, qu'il y a des aiguilles, des excréments et des déchets, et que vous voulez nettoyer la plage. Mais il y a aussi ce mur d'eau de 1000 pieds, qui est un tsunami d'IA, et à quel point le nettoyage de la plage est-il important si un tsunami de 1000 pieds est sur le point de frapper? Pas tant que ça. Oh. Nous sommes contents que vous soyez de retour sur la quête principale. C'est très important. Oui, retour à la quête principale. Construire de la technologie, c'est ce que j'aime faire. Il y a tellement de bruit, le rapport signal-bruit en politique est terrible. J'habite à San Francisco, donc vous n'avez pas besoin de me le dire 2 fois. Oui, Washington, je suppose que c'est de la politique partout à Washington, mais si vous essayez de construire une fusée ou des voitures, ou si vous essayez d'avoir un logiciel qui compile et fonctionne de manière fiable, alors vous devez être à la recherche maximale de la vérité, sinon votre logiciel ou votre matériel ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas tromper les mathématiques. Les mathématiques et la physique sont des juges rigoureux. Donc j'ai l'habitude d'être dans un environnement où l'on recherche la vérité au maximum. Et ce n'est certainement pas la politique. Donc bref, je suis content d'être de retour dans la technologie. Je suis curieux, en revenant à l'époque de Zip2, vous aviez des centaines de millions de dollars. Ou vous avez eu une sortie valant des centaines de millions de dollars. En fait, j'ai eu 20 millions de dollars. D'accord, donc vous avez résolu le problème d'argent au moins. Et vous l'avez essentiellement pris, et vous avez continué à avancer avec X.com, qui est devenu PayPal et Confinity. Oui. J'ai gardé les jetons sur la table. Oui, tout le monde ne fait pas ça. Beaucoup de gens dans cette salle devront prendre cette décision, en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous relancer dans l'arène? Ce que j'ai ressenti avec Zip2, c'est que nous avions construit une technologie incroyable, mais elle n'a jamais vraiment été utilisée. Je pense, du moins de mon point de vue, que nous avions une meilleure technologie que, disons, Yahoo, ou n'importe qui d'autre, mais nous étions contraints par nos clients. Et donc je voulais faire quelque chose où, d'accord, nous ne serions pas contraints par nos clients, passer directement aux consommateurs. Et c'est ce qui est devenu X.com, PayPal, essentiellement X.com fusionnant avec Confinity, qui ont ensemble créé PayPal. Et puis en fait, la sorte de diaspora de PayPal a peut-être créé plus d'entreprises que probablement n'importe quoi d'autre au XXIe siècle. Tant de personnes talentueuses étaient au sein de la combinaison Confinity X.com. Donc, j'ai senti que nos ailes avaient été un peu rognées avec Zip2, et je me suis dit, d'accord, et si nos ailes n'étaient pas rognées, et que nous allions directement aux consommateurs, et c'est ce qui est devenu PayPal. Mais oui, avec ça, j'ai eu ce chèque de 20 millions de dollars pour ma part de Zip2. À l'époque, je vivais dans une maison avec 4 colocataires, et j'avais 10 000 dollars à la banque. Et puis ce chèque est arrivé par la poste. Et puis mon solde bancaire était passé de 10 000 à 20 millions et 10 000. D'accord. Ok, j'ai quand même dû payer des impôts là-dessus et tout, mais ensuite, j'ai fini par investir presque tout cela dans X.com. Et comme vous l'avez dit, garder presque tous les jetons sur la table. Et oui,
Et puis après PayPal, je me suis dit, j'étais curieux de savoir pourquoi nous n'avions envoyé personne sur Mars. Et puis je suis allé sur le site web de la NASA pour savoir quand nous allions envoyer des gens sur Mars, et il n'y avait pas de date. J'ai pensé que c'était peut-être juste difficile à trouver sur le site, mais en fait, il n'y avait pas de véritable plan pour envoyer des gens sur Mars. Alors, c'est une si longue histoire, donc je ne veux pas prendre trop de temps ici, mais je pense que nous écoutons tous avec une attention captivée. Alors, en fait, j'étais sur l'autoroute Long Island Expressway avec mon ami Adé Arasu. Nous étions colocataires à l'université, et Adé me demandait ce que nous allions faire, ce que j'allais faire après PayPal. Et je me suis dit, je ne sais pas, je suppose que j'aimerais peut-être faire quelque chose de philanthropique dans l'espace, parce que je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit de commercial dans l'espace, car cela semblait être du ressort des nations. Mais je suis curieux de savoir quand nous allons envoyer des gens sur Mars. Et c'est là que je me suis dit, oh, ce n'est pas sur le site web, et puis j'ai commencé à chercher, il n'y a rien sur le site web de la NASA, alors j'ai commencé à creuser, et je résume certainement beaucoup ici. Ma première idée était de faire une mission philanthropique vers Mars, appelée La Vie vers Mars, où nous enverrions une petite serre avec des graines et du gel nutritif déshydraté, atterririons sur Mars et ferions pousser du gel hydraté. Ensuite, vous auriez cette magnifique image de plantes vertes sur un fond rouge. Pendant longtemps, je n'ai pas réalisé au fait que Money Shot est une référence pornographique, mais de toute façon, le fait est que ce serait la superbe image de plantes vertes sur un fond rouge, et d'essayer d'inspirer la NASA et le public à envoyer des astronautes sur Mars. Mais en apprenant davantage, je me suis rendu compte, et en cours de route d'ailleurs, je suis allé en Russie en 2001 et 2002 pour acheter des ICBM. Ce qui est une aventure où vous allez rencontrer le haut commandement russe et dites « J'aimerais acheter des ICBM ». C'était pour aller dans l'espace, comme une fusée, pas pour bombarder qui que ce soit. Mais ils ont dû, suite aux pourparlers de réduction des armements, détruire un grand nombre de leurs gros missiles nucléaires. Alors je me suis dit, et si on prenait 2 de ces éléments, moins le nucléaire, et qu'on ajoutait un étage supérieur supplémentaire pour Mars. Mais c'était dingue d'être à Moscou, en 2001, à négocier avec l'armée russe pour acheter des missiles balistiques intercontinentaux. C'est fou. Et ils n'arrêtaient pas aussi d'augmenter le prix pour moi. Alors, c'est littéralement l'inverse de ce qu'une négociation devrait être. Alors je me suis dit, ces choses deviennent vraiment chères. Puis j'ai réalisé que le problème n'était pas un manque de volonté d'aller sur Mars, mais qu'il n'y avait aucun moyen de le faire sans dépasser le budget, ou même sans ruiner le budget de la NASA. C'est là que j'ai décidé de créer SpaceX, pour faire avancer la technologie des fusées, au point où nous pourrions envoyer des gens sur Mars. Et c'était en 2002. Donc ce n'était pas, vous n'avez pas commencé en voulant créer une entreprise, vous vouliez juste lancer quelque chose qui vous intéressait, et que vous pensiez nécessaire pour l'humanité. Et puis comme vous, tirez sur une ficelle, la pelote se déroule, et il s'avère que cela pourrait être une entreprise très rentable. C'est le cas maintenant, mais il n'y avait aucun exemple précédent de start-up de fusée ayant réellement réussi. Il y avait eu diverses tentatives de créer des entreprises de fusées commerciales et elles avaient toutes échoué. Encore une fois, avec SpaceX, lancer SpaceX partait du principe qu'il y avait moins de 10% de chances de succès. Peut-être 1%, je ne sais pas. Mais si une start-up ne fait rien pour faire avancer la technologie des fusées, cela ne viendra certainement pas des grands entrepreneurs de la défense, car ils s'adaptent simplement au gouvernement. Et le gouvernement veut juste faire des choses très conventionnelles. Donc soit ça vient d'une start-up, soit ça n'arrive pas du tout. Donc, une petite chance de succès est mieux qu'aucune chance de succès. Et donc, oui, SpaceX a démarré à la mi-2002. En s'attendant à échouer, je dirais probablement 90% de chances d'échec. Et même lorsque je recrutais des gens, je n'essayais pas de faire croire que ça allait. J'ai dit, on va probablement mourir, mais il y a 12% de chances que nous ne mourions pas. Et si, mais c'est le seul moyen d'envoyer des gens sur Mars et de faire avancer l'état de l'art. Et puis, j'ai fini par être l'ingénieur en chef de la fusée. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais embaucher personne de bon. So, none of the good sort of chief engineers would join because it's like, this is too risky, you're going to die. And so then I ended up being chief engineer of the rocket. Les 3 premiers vols ont échoué, donc c'était un peu un exercice d'apprentissage, et le 4e a heureusement fonctionné. Mais si le 4e n'avait pas fonctionné, je n'aurais plus eu d'argent, et ça aurait été la fin. C'était donc très serré. Si le 4e lancement de Falcon n'avait pas fonctionné, nous aurions simplement rejoint le cimetière des startups de fusées précédentes. Donc, mon estimation du succès n'était pas très éloignée.
Nous l'avons fait de justesse. Et Tesla se déroulait simultanément. 2008 a été une année difficile, parce qu'à la mi-2008, l'été 2008, le troisième lancement de SpaceX avait échoué. Mon troisième échec consécutif, le tour de financement de Tesla avait échoué, et Tesla se dirigeait rapidement vers la faillite. C'était juste, mon Dieu, c'est sombre, ça va être un compte d'avertissement d'un exercice d'orgueil démesuré. Probablement, durant cette période, beaucoup de gens disaient « Elon est un homme de logiciel. Pourquoi travaille-t-il sur le matériel? Pourquoi ferait-il cela ?» Oh oui, je suppose. Donc vous pouvez regarder, car la presse de cette époque est toujours en ligne, vous pouvez simplement la chercher. Il n'arrêtait pas de m'appeler le gars d'Internet. Donc le gars d'Internet, alias le fou, essaie de construire une entreprise de fusées. On s'est pas mal moqué de nous. Donc je ne leur en ai pas voulu. J'ai reconnu que cela semblait improbable. Et je suis d'accord que c'est improbable. So I didn't hold it against them. I was like, yeah, admittedly it does sound improbable. And I agree that it's improbable. Mais heureusement, le quatrième lancement a fonctionné et la NASA nous a accordé un contrat pour réapprovisionner la station spatiale. Et je pense que c'était le 22 décembre, ou juste avant Noël. December 22nd, or it was like right before Christmas. Car même le quatrième lancement réussi n'était pas suffisant pour réussir. La NASA avait aussi besoin, nous avions aussi besoin d'un gros contrat pour nous maintenir en vie. Donc j'ai reçu cet appel de l'équipe de la NASA, et ils ont littéralement dit « Nous vous avons attribué l'un des contrats pour réapprovisionner la station spatiale. » J'ai littéralement lâché « Je vous aime les gars ». Ce n'est généralement pas ce qu'ils entendent, car d'habitude c'est assez sobre. Et ensuite, nous avons clôturé le cycle de financement de Tesla à la dernière heure du dernier jour possible, soit le 24 décembre 2008 à 18h. Et nous aurions eu des chèques de paie sans provision 2 jours après Noël si ce cycle n'avait pas été clôturé. Ce fut donc une fin d'année 2008 éprouvante, c'est certain. Je suppose qu'à partir de votre expérience avec PayPal et Zip2, en vous lançant dans ces startups matérielles complexes, il semble que l'un des fils conducteurs ait été de pouvoir trouver et finalement attirer les personnes les plus intelligentes possibles dans ces domaines particuliers. Que voudraient les gens dans cette pièce? La plupart des gens ici, je ne pense pas qu'ils aient même déjà géré une seule personne. Ils commencent tout juste leur carrière. Que diriez-vous à Elon qui n'a jamais eu à faire cela encore? Je pense généralement qu'il faut essayer d'être aussi utile que possible. Cela peut sembler banal, mais c'est si difficile d'être utile, surtout d'être utile à beaucoup de monde. Où l'air sous la courbe de l'utilité totale est la mesure de votre utilité pour vos semblables multipliée par le nombre de personnes. C'est presque comme la définition physique du vrai travail. C'est incroyablement difficile à faire. Et je pense que si vous aspirez à faire un vrai travail, vos chances de succès sont beaucoup plus élevées. N'aspirez pas à la gloire, aspirez au travail. Comment pouvez-vous savoir que c'est un vrai travail? Est-ce externe? Est-ce ce qui se passe avec d'autres personnes? Ou ce que le produit fait pour les gens? Qu'est-ce que c'est pour vous? Quand vous cherchez des gens pour travailler pour vous, quelle est la chose essentielle que vous recherchez, ou s'ils sont peu nombreux? C'est une question difficile. Je suppose que c'est... En ce qui concerne votre propre produit, vous devez simplement vous demander si ce produit est réussi, à quel point sera-t-il utile pour combien de personnes? Et c'est ce que je veux dire. Ensuite, vous faites tout ce qu'il faut, que vous soyez PDG ou à n'importe quel poste dans une startup, vous faites tout ce qu'il faut pour réussir. Et il faut toujours écraser son ego. Intérioriser la responsabilité. Un mode de défaillance majeur est lorsque le rapport ego-capacité est bien supérieur à 1. Si votre rapport ego-capacité devient trop élevé, vous allez en fait briser la boucle de rétroaction avec la réalité. Et en termes d'IA, vous briserez votre boucle RL. Donc, vous ne voulez pas briser votre boucle RL, vous voulez en avoir une forte. Ce qui signifie intérioriser la responsabilité et minimiser l'ego. Et vous faites tout ce que la tâche exige, qu'elle soit grandiose ou humble. C'est pourquoi je préfère en fait le terme ingénierie par opposition à la recherche. Je préfère le terme. Et je ne veux pas appeler XAE un laboratoire. Je veux juste que ce soit une entreprise. En fait, c'est comme si les termes les plus simples, les plus directs, idéalement les moins égoïstes, étaient généralement une bonne approche. Vous voulez juste boucler la boucle avec la réalité de manière forte. C'est un très gros problème. Je pense que tout le monde dans cette pièce admire vraiment tout ce que vous avez accompli, en étant un parangon des premiers principes et en réfléchissant à ce que vous avez fait. Comment déterminez-vous réellement votre réalité? Parce que cela semble être une partie assez importante. D'autres personnes qui n'ont jamais rien fait, des non-ingénieurs, parfois des journalistes qui n'ont jamais rien fait, ils vous critiqueront.
Mais alors, clairement, vous avez un autre groupe de personnes qui sont des bâtisseurs, qui ont une très grande surface sous la courbe, qui sont dans votre cercle. Comment les gens devraient-ils aborder cela? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Et que transmettriez-vous? À X, à vos enfants? Que leur dites-vous quand vous leur dites « Vous devez faire votre chemin dans ce monde » ? Voici comment construire une réalité prédictive à partir des premiers principes. Les outils de la physique sont incroyablement utiles pour comprendre et progresser dans n'importe quel domaine. Les premiers principes signifient simplement décomposer les choses en éléments axiomatiques fondamentaux qui sont les plus susceptibles d'être vrais, puis raisonner à partir de là aussi clairement que possible, par opposition à un raisonnement, par analogie ou métaphore. Et puis, des choses simples comme penser à la limite, si vous extrapolez minimise ceci ou maximise cela, penser à la limite est très utile. J'utilise tous les outils de la physique, ils s'appliquent à n'importe quel domaine. C'est comme un super pouvoir en fait. Alors vous pouvez prendre, par exemple, les fusées. Vous pouvez vous dire combien devrait coûter une fusée? Une approche typique pour déterminer le coût d'une fusée consisterait à regarder historiquement le coût des fusées existantes et à supposer que toute nouvelle fusée doit être quelque peu similaire au coût des fusées précédentes. Une approche basée sur les premiers principes consisterait à examiner les matériaux qui composent la fusée. Donc, si c'est de l'aluminium, du cuivre, de la fibre de carbone, de l'acier, quel que soit le cas, et à se dire combien pèse cette fusée et quels sont les éléments constitutifs et combien pèse-t-il? Quel est le prix du matériau par kilogramme de ces éléments constitutifs? Et cela fixe le seuil réel de ce qu'une fusée peut coûter. Elle peut s'approcher asymptotiquement du coût des matières premières. Et puis vous réalisez, oh, en fait, une fusée, les matières premières d'une fusée ne représentent peut-être que 1 ou 2% du coût historique d'une fusée. Donc la fabrication doit nécessairement être très inefficace si le coût des matières premières n'est que de 1 ou 2%. Ce serait une analyse des premiers principes du potentiel d'optimisation des coûts d'une fusée, et c'est avant d'en arriver à la réutilisabilité. Juste un exemple d'IA l'année dernière pour XAI, quand nous essayons de construire un super cluster d'entraînement. Nous sommes allés voir les différents fournisseurs pour demander, c'était au début de l'année dernière, que nous avions besoin de 100 000 H100 pour pouvoir nous entraîner de manière cohérente, et les estimations pour le temps qu'il faudrait pour y parvenir étaient de 18 à 24 mois. And the estimates for how long it would take to complete that were 18 to 24 months. Nous devions faire ça en 6 mois. À l'heure où nous ne serons pas compétitifs. Alors, si vous décomposez cela, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un bâtiment, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin de refroidissement. Nous n'avions pas assez de temps pour construire un bâtiment à partir de zéro. Nous avons donc dû trouver un bâtiment existant. Nous avons trouvé une usine à Memphis qui n'était plus utilisée et qui fabriquait des produits Electrolux. Mais la puissance d'entrée était de 15 MW et nous avions besoin de 150 MW. Nous avons loué des générateurs et les avons placés d'un côté du bâtiment. Ensuite, nous devions avoir du refroidissement. Nous avons donc loué environ un quart de la capacité de refroidissement mobile des États-Unis et avons installé les refroidisseurs de l'autre côté du bâtiment. Cela n'a pas entièrement résolu le problème, car les variations de tension, les variations de puissance pendant l'entraînement sont très importantes. La puissance peut chuter de 50% en 100 millisecondes, ce que les générateurs ne peuvent pas suivre. Nous avons donc ajouté des Tesla Megapack et modifié le logiciel des Megapack pour pouvoir lisser la variation de puissance pendant la session d'entraînement. Et puis, il y a eu un tas de défis de réseau, les câbles réseau. Si vous essayez de faire fonctionner 100 000 GPU de manière cohérente, c'est très difficile. Presque toutes les choses que vous avez mentionnées, j'imagine que quelqu'un pourrait vous dire très directement « Non, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous ne pouvez pas avoir cette puissance. Vous ne pouvez pas avoir ceci. » Et il semble que l'un des aspects marquants de la pensée par premier principe soit en fait de se demander pourquoi, de trouver la solution et de défier la personne en face. Et si je n'obtiens pas une réponse qui me satisfait, je ne vais pas laisser cela être, je ne vais pas laisser ce non tenir. Cela me semble être quelque chose que, vous savez, tout le monde, si quelqu'un essayait de faire ce que vous faites dans le hardware, cela semble être un besoin unique. Dans le logiciel, nous avons beaucoup de choses superflues. On peut ajouter plus de CPU pour ça, ça ira, mais dans le hardware, ça ne marchera tout simplement pas. Je pense que ces principes généraux de la pensée par premier principe s'appliquent au logiciel et au matériel. Ils s'appliquent à tout, en fait. J'utilise juste l'exemple du matériel pour montrer comment on nous a dit que quelque chose était impossible. Mais une fois que nous l'avons décomposé en éléments constitutifs, nous avons besoin d'un bâtiment, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de refroidissement, nous avons besoin de lisser l'énergie. Alors nous avons pu résoudre ces éléments constitutifs. Mais et puis nous avons simplement géré l'opération de mise en réseau pour faire tout le câblage. Tout dans 4 équipes, 24h/24, et je dormais dans le centre de données, et je faisais aussi le câblage moi-même. Et il y avait beaucoup d'autres problèmes à résoudre,
personne n'avait effectué une session d'entraînement avec 100 000 H100 s'entraînant de manière cohérente l'année dernière. Peut-être que cela a été fait cette année, je ne sais pas. Mais nous avons fini par doubler ce chiffre à 200 000. Et donc maintenant, nous avons 150 000 H100, 50 000 H200. Et 30 000 GB de sang dans le centre de formation de Memphis. Et nous sommes sur le point de mettre en ligne 110 000 gigabytes de sang dans un deuxième centre de données, également situé dans la région de Memphis. Est-ce votre avis que le pré-entraînement fonctionne toujours et que les lois d'échelle sont toujours valables et que celui qui gagnera cette course aura essentiellement le modèle le plus grand et le plus intelligent possible que l'on puisse distiller? Parmi les différents éléments, outre la compétitivité pour l'IA à grande échelle, il est certain que le talent des personnes compte. L'échelle du matériel compte et la capacité à utiliser ce matériel de manière efficace. Donc, vous ne pouvez pas juste commander un tas de GPU, vous ne pouvez pas juste les brancher. Vous devez obtenir beaucoup de GPU et les faire entraîner de manière cohérente et stable. Ensuite, quel accès unique aux données avez-vous? Je suppose que la distribution compte aussi dans une certaine mesure. Par exemple, comment les gens sont-ils exposés à votre IA? Ce sont des facteurs cruciaux pour qu'un grand modèle de fondation soit compétitif. Comme beaucoup l'ont dit, je pense que mon ami Elias a dit, nous avons manqué de données de pré-entraînement générées par l'homme. Vous manquez de jetons assez rapidement, surtout de jetons de haute qualité. Ensuite, vous devez essentiellement créer des données synthétiques. Et être capable de juger précisément les données synthétiques que vous créez pour vérifier si ce sont de vraies données synthétiques ou si c'est une hallucination qui ne correspond pas à la réalité. Donc, ancrer dans la réalité est délicat, mais nous sommes à un stade où plus d'efforts sont consacrés aux données synthétiques. Par exemple, nous entraînons actuellement Grok 3.5, qui se concentre énormément sur le raisonnement. Pour revenir à votre point sur la physique, ce que j'ai compris concernant le raisonnement, c'est que les sciences exactes, en particulier les manuels de physique, sont très utiles pour le raisonnement, alors que je pense que les chercheurs m'ont dit que les sciences sociales sont totalement inutiles pour le raisonnement. Oui, c'est probablement vrai. Donc oui. Il y a quelque chose qui va être très important à l'avenir. Combiner l'IA profonde dans le centre de données ou le supercluster avec la robotique. Des choses comme le robot humanoïde Optimus. Incroyable. Optimus est génial. Il y aura tellement de robots humanoïdes, et des robots de toutes tailles et formes. Mais ma prédiction est qu'il y aura beaucoup plus de robots humanoïdes que tous les autres robots combinés. Peut-être d'un ordre de grandeur, une grande différence. Est-il vrai que vous prévoyez une sorte d'armée de robots? Que nous le fassions ou que Tesla le fasse? Tesla travaille en étroite collaboration avec XAI. Avez-vous vu le nombre de startups de robots humanoïdes? Je pense que Jensen était sur scène avec un nombre massif de robots, des robots de différentes entreprises. Je crois qu'il y avait une douzaine de robots humanoïdes différents. Je suppose qu'une partie de ce contre quoi je me suis battu, et ce qui m'a peut-être un peu ralenti, c'est que je ne veux pas que Terminator devienne réel, vous savez? Donc, je traînais les pieds sur l'IA et la robotique humanoïde, du moins jusqu'à ces dernières années. At least until recent years, dragging my feet on AI and humanoid robotics. Ensuite, je me suis rendu compte que cela allait arriver, que je le fasse ou non. Donc, vous avez vraiment deux choix. Vous pourriez être un spectateur ou un participant. Je suppose que je préfère être un participant plutôt qu'un spectateur. Donc maintenant, c'est à fond sur les robots humanoïdes et la superintelligence numérique. Donc, je suppose qu'il y a une troisième chose dont tout le monde vous a beaucoup entendu parler et dont je suis un grand fan, devenir une espèce multiplanétaire. Où cela s'inscrit-il? Ce n'est pas seulement une question de 10 ou 20 ans, peut-être 100 ans, comme une chose qui concerne plusieurs générations pour l'humanité. Comment voyez-vous cela? Il y a l'IA, évidemment, il y a la robotique incarnée, et puis il y a le fait de devenir une espèce multiplanétaire. Est-ce que tout cela contribue à ce dernier point? Ou qu'est-ce qui vous motive actuellement pour les 10, 20 et 100 prochaines années? What are you driven by right now for the next 10, 20 and 100 years? Mon Dieu, 100 ans. Mec, j'espère que la civilisation existera encore dans 100 ans. Si elle existe encore, elle sera très différente de la civilisation d'aujourd'hui. Je prédis qu'il y aura au moins 5 fois plus de robots humanoïdes que d'êtres humains. Peut-être 10 fois plus. Je veux dire, une façon de voir le progrès de la civilisation est le pourcentage d'achèvement Kardashev. Donc, si vous êtes à l'échelle de Kardashev 1, vous avez maîtrisé toute l'énergie d'une planète. À mon avis, nous n'avons exploité qu'1 ou 2% de l'énergie de la Terre, donc nous avons un long chemin à parcourir pour atteindre l'échelle de Kardashev 1.
Ensuite, Kardashev 2, vous avez exploité toute l'énergie d'un soleil, ce qui serait, je ne sais pas, 1 milliard de fois plus d'énergie que la Terre, peut-être plus proche d'1 billion. Et puis Kardashev 3 serait toute l'énergie d'une galaxie, assez loin de cela. Nous sommes au tout début du Big Bang de l'intelligence. J'espère que nous sommes sur le point de devenir une espèce multiplanétaire. Je pense que nous aurons transféré suffisamment de masse vers Mars d'ici environ 30 ans pour que Mars devienne autosuffisante, de sorte que Mars puisse continuer à croître et à prospérer, même si les vaisseaux de ravitaillement depuis la Terre cessent d'arriver. Et cela augmente considérablement la durée de vie probable de la civilisation, ou de la conscience, ou de l'intelligence, qu'elle soit biologique ou numérique. C'est pourquoi je pense qu'il est important de devenir une espèce multiplanétaire. Et je suis quelque peu troublé par le paradoxe de Fermi. Comme pourquoi n'avons-nous pas vu d'extraterrestres? C'est peut-être parce que l'intelligence est incroyablement rare, et que nous sommes peut-être les seuls dans cette galaxie, auquel cas... L'intelligence de la conscience est cette minuscule bougie dans une vaste obscurité. Et nous devrions faire tout ce qui est possible pour que cette petite bougie ne s'éteigne pas. Et le fait d'être une espèce multiplanétaire, ou de rendre la conscience multiplanétaire, améliore considérablement la durée de vie probable de la civilisation. Et c'est la prochaine étape avant d'aller vers d'autres systèmes stellaires. Une fois que vous avez au moins 2 planètes, vous avez une fonction de forçage pour l'amélioration des voyages spatiaux, et c'est ce qui, au final, mènera à l'expansion de la conscience vers les étoiles. Il se pourrait que le paradoxe de Fermi dicte qu'une fois que vous atteignez un certain niveau de technologie, vous vous détruisez. Comment rester nous-mêmes? Comment pouvons-nous réellement? Que prescririez-vous à une salle pleine d'ingénieurs? Que pouvons-nous faire pour éviter que cela n'arrive? Oui, comment éviter les grands filtres? L'un des grands filtres serait évidemment une guerre thermonucléaire mondiale. Donc, nous devrions essayer d'éviter cela. Construire des robots IA bienveillants, une IA qui aime l'humanité et des robots utiles. Quelque chose que je pense être extrêmement important dans la construction de l'IA est une adhésion très rigoureuse à la vérité, même si cette vérité est politiquement incorrecte. Mon intuition sur ce qui pourrait rendre l'IA très dangereuse est si vous forcez l'IA à croire des choses qui ne sont pas vraies. Comment abordez-vous l'argument en faveur de l'ouverture pour la sécurité versus la fermeture pour l'avantage compétitif? Je pense que la bonne chose est que vous avez un modèle compétitif. Beaucoup d'autres personnes ont aussi des modèles compétitifs. Et dans ce sens, nous sommes peut-être sortis de la pire chronologie dont je me serais inquiété, c'est-à-dire un décollage rapide, et la situation n'est qu'entre les mains d'une seule personne. Cela pourrait effondrer beaucoup de choses, alors que maintenant nous avons le choix, ce qui est génial. Comment voyez-vous cela? Je pense qu'il y aura plusieurs intelligences profondes, peut-être au moins 5, peut-être jusqu'à 10. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura des centaines, mais c'est probablement proche, peut-être qu'il y en aura une dizaine ou quelque chose comme ça, dont peut-être 4 seront aux États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une IA qui aura une capacité incontrôlable. Mais oui, plusieurs intelligences profondes. Que feront réellement ces intelligences profondes? S'agira-t-il de recherche scientifique ou d'essayer de se pirater mutuellement? Probablement tout ce qui précède. J'espère qu'ils découvriront une nouvelle physique, et je pense qu'ils vont très certainement inventer de nouvelles technologies. Je pense que nous sommes assez proches de la superintelligence numérique. Cela pourrait arriver cette année. Et si ça n'arrive pas cette année, l'année prochaine, c'est sûr. La superintelligence numérique est définie comme étant plus intelligente que n'importe quel humain dans n'importe quel domaine. Alors, comment orientons-nous cela vers la superabondance? Nous pourrions avoir du travail robotisé. Nous avons de l'énergie bon marché, de l'intelligence à la demande. Est-ce une sorte de pilule blanche, c'est-à-dire où vous situez-vous sur le spectre? Et y a-t-il des choses concrètes que vous encourageriez chacun ici à travailler pour faire de cette pilule blanche une réalité? Je pense que ce sera très probablement un bon résultat. Je suppose que je serai d'accord avec Jeff Hinton pour dire que c'est peut-être une chance de 10 à 20% d'anéantissement. Mais regardez le bon côté des choses. C'est 80 à 90% de probabilité d'un excellent résultat. Donc oui, je ne saurais trop insister là-dessus. Une adhésion rigoureuse à la vérité est la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA. Évidemment, l'empathie pour l'humanité et la vie, telle que nous la connaissons. Nous n'avons pas encore du tout parlé de Neuralink, mais je suis curieux. Vous travaillez à réduire l'écart d'entrée et de sortie entre les humains et les machines.
À quel point est-ce essentiel pour l'Asie? Et une fois ce lien établi, pourrons-nous non seulement lire, mais aussi écrire? Le Neuralink n'est pas nécessaire pour résoudre la superintelligence numérique. Cela se produira avant que Neuralink n'atteigne l'échelle. Mais Neuralink peut effectivement résoudre les contraintes de bande passante d'entrée-sortie. En particulier, notre contrainte de sortie est très faible. Le débit de sortie soutenu d'un être humain sur une journée est inférieur à 1 bit par seconde. Donc, il y a 86 400 secondes par jour, et il est extrêmement rare qu'un être humain produise plus que ce nombre de symboles par jour, certainement pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, avec une interface Neuralink, vous pouvez augmenter massivement votre bande passante de sortie et votre bande passante d'entrée. L'entrée étant l'écriture, il faut effectuer des opérations d'écriture sur le cerveau. Nous avons maintenant 5 humains qui ont reçu le type d'entrée de lecture, où il lit les signaux, et vous avez des personnes atteintes de SLA qui sont vraiment tétraplégiques. Mais ils peuvent maintenant communiquer avec une bande passante similaire à celle d'un humain, avec un corps entièrement fonctionnel, et contrôler leur ordinateur et leur téléphone, ce qui est plutôt cool. Et puis, je pense que dans les 6 à 12 prochains mois, nous ferons nos premières implantations pour la vision, ou même si quelqu'un est complètement aveugle, nous pourrons écrire directement dans le cortex visuel. Et nous avons fait fonctionner cela chez des singes. En fait, je pense que l'un de mes singes a maintenant eu un implant visuel pendant 3 ans. Au début, la résolution sera relativement faible, mais à long terme, vous aurez une très haute résolution et pourrez voir dans des longueurs d'onde multispectrales. Vous pourriez voir en infrarouge, ultraviolet, radar, comme une situation de super pouvoir. Mais à un moment donné, les implants cybernétiques ne se contenteraient pas de corriger ce qui a mal tourné, mais augmenteraient considérablement les capacités humaines. Augmenter considérablement l'intelligence, les sens et la bande passante. Et cela va arriver à un moment donné, mais la superintelligence numérique se produira bien avant cela. Au moins, si nous avions un Neuralink, nous serions peut-être capables de mieux apprécier l'IA. Je suppose que l'un des réactifs limitants de tous vos efforts, dans tous ces différents domaines, est l'accès aux personnes les plus intelligentes possibles. Parallèlement à cela, nous avons les roches qui peuvent parler et raisonner, et elles ont peut-être 130 de QI maintenant, et elles vont probablement être super intelligentes bientôt. Comment conciliez-vous ces deux choses, ce qui va se passer dans 5-10 ans, et ce que les gens dans cette salle devraient faire pour s'assurer qu'ils sont ceux qui créent, au lieu de peut-être être en dessous de la ligne d'API. On appelle cela la singularité pour une raison, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Dans un avenir pas si lointain, le pourcentage d'intelligence qui est humaine sera assez faible. À un moment donné, la somme collective de l'intelligence humaine sera inférieure à 1% de toute l'intelligence. Et si les choses atteignent un niveau Kardashev 2, nous parlons d'intelligence humaine, même en supposant une augmentation significative de la population humaine et de l'augmentation de l'intelligence. Comme une augmentation massive de l'intelligence où tout le monde a un QI de 1000 par exemple. Même dans ces circonstances, l'intelligence humaine collective sera probablement 1 milliardième de celle de l'intelligence numérique. De toute façon, nous sommes le chargeur de démarrage biologique de la superintelligence numérique. Je suppose juste pour terminer. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce un bon chargeur de démarrage? Où allons-nous? Comment avançons-nous à partir d'ici? Tout cela est de la science-fiction assez folle, qui pourrait aussi être construite par les personnes présentes dans cette pièce. Si vous, avez-vous une dernière pensée pour les personnes techniques les plus intelligentes de cette génération? Que devraient-ils faire? Sur quoi devraient-ils travailler? À quoi devraient-ils penser ce soir en allant dîner? Comme je le dis souvent, je pense que si vous faites quelque chose d'utile, c'est génial. Essayez simplement d'être aussi utile que possible à vos semblables, et vous ferez alors quelque chose de bien. Je continue à insister sur cela, c'est-à-dire se concentrer sur une IA super véridique. C'est la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA. Évidemment, si quelqu'un est intéressé par un travail chez XAI, veuillez nous le faire savoir. Nous visons à faire de Grok l'IA la plus soucieuse de la vérité. Et je pense que c'est une chose très importante. Espérons que nous pourrons comprendre la nature de l'univers. C'est vraiment ce que l'IA peut, espérons-le, nous dire. Peut-être que l'IA pourra nous dire où sont les extraterrestres. Et comment l'univers a-t-il réellement commencé? Comment finira-t-il? Quelles sont les questions que nous ne savons pas que nous devrions poser? Sommes-nous dans une simulation? Ou quel niveau de simulation sommes-nous?
Je pense que nous allons le découvrir. Umpenyo. Elon, merci beaucoup de vous être joint à nous. Tout le monde, s'il vous plaît, applaudissez Elon.